Bienvenue à cette nouvelle analyse approfondie. Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer une étude assez fascinante, je trouve, publiée en 2025. Oui, dans le Journal of Sports Science and Medicine. Exactement. Le titre, c'est Impact of Training Frequency on Mechanical Output and Perceived Exertion. Bon, le titre complet est un peu long, mais en gros, l'impact de la fréquence d'entraînement sur la performance et l'effort perçu. C'est ça, avec un suivi de la perte de vitesse, le fameux VBT. Oui, l'entraînement basé sur la vitesse. Les auteurs, c'est Zhao Qian Li et plusieurs collaborateurs. Une équipe, oui. Et donc, cette recherche, elle explore comment la façon dont on répartit nos séances dans la semaine, comment ça joue sur notre performance, notre ressenti, Hmm. surtout quand on utilise cette approche, le VBT. La question, elle est assez simple au fond, mais elle est cruciale. Pour un même volume d'entraînement total, vaut-il mieux tout regrouper sur peu de jours ou au contraire étaler un peu plus? C'est une question classique, mais revisitée avec un outil moderne, le VBT. Commençons peut-être par le contexte. L'entraînement en résistance, bon, la muscu quoi. Oui, C'est la base pour la force, la puissance, prendre du muscle et même pour éviter les blessures, on le sait. bien sûr. Et pour optimiser tout ça, on joue sur plein de variables. L'intensité, le volume, le repos. Et la fréquence, justement, le nombre de fois par semaine où on travaille un muscle ou un mouvement. Exactement. Et choisir la bonne fréquence, c'est pas si simple. C'est un vrai casse-tête à la fois logistique et physiologique. Ah oui, pourquoi? Si on augmente la fréquence, on a moins de temps de repos entre deux séances qui sollicitent les mêmes muscles. Logique. Donc, potentiellement, la récup peut être incomplète. Et ça pourrait jouer sur la performance de la séance d'après. D'accord. Et si on fait l'inverse? Moins souvent. Si on réduit la fréquence, alors on doit concentrer plus de travail, plus de séries, dans une seule séance pour maintenir le même volume hebdo. Mhm. Et là, le risque, c'est d'accumuler beaucoup de fatigue pendant la séance. Ce qui peut non seulement faire baisser la performance au fur et à mesure des séries, mais aussi rendre la séance beaucoup plus dure subjectivement, augmenter l'effort perçu. Ok, je vois le dilemme. Il y a des grosses études, des méta-analyses, qui suggèrent souvent qu'il faut au moins 2 séances par semaine par groupe musculaire pour bien prendre en muscle, pour l'hypertrophie. Oui, ça j'ai déjà entendu. Mais attention, beaucoup de ces études, elles sont faites sur des débutants ou alors avec des méthodes plus traditionnelles, genre poussées jusqu'à l'échec musculaire ou très proche. D'accord. Et c'est là qu'intervient le VBT, cette méthode dont parle l'étude. Exactement. L'entraînement basé sur la vitesse, velocity-based training. C'est plus récent, plus individualisé. Comment ça marche, en bref? Au lieu de se fixer un nombre de répétitions à faire, genre 3 séries de 10, on va surtout regarder la vitesse à laquelle on bouge la charge. Avec des capteurs? Oui, des capteurs, des accéléromètres ou des encodeurs linéaires. Et on surveille spécifiquement ce qu'on appelle la perte de vitesse pendant la série. La perte de vitesse? C'est ça. C'est la baisse de vitesse entre la première répétition, souvent la plus rapide, et les répétitions suivantes. La barre bouge de moins en moins vite à mesure que la fatigue s'installe. Ok. Et l'idée, c'est de fixer un seuil de perte de vitesse acceptable. Par exemple, dans cette étude, c'était 20%. Dès que la vitesse chute de 20% par rapport à la meilleure répétition de la série, hop, on arrête la série. Ah, d'accord. C'est une façon de contrôler la fatigue, en fait. Exactement. Ça permet d'objectiver le niveau de fatigue neuromusculaire et d'arrêter la série au bon moment pour avoir le stimulus qu'on veut sans se griller excessivement. C'est une forme d'autorégulation. Le nombre de reps s'ajuste à la forme du jour. Donc, si je suis bien, le VBT, ça permet un contrôle plus fin de la fatigue que les méthodes classiques où on fait juste ses séries et ses reps prévus. C'est l'idée, oui. Le stimulus et la fatigue sont potentiellement différents. Et donc, les règles habituelles sur la fréquence d'entraînement, qui viennent plutôt des méthodes traditionnelles, elles s'appliquent peut-être pas de la même façon avec le VBT. D'où l'intérêt de cette étude. Voilà. Réévaluer l'impact de la fréquence dans ce contexte bien précis du VBT. C'est le but de l'II et son équipe. Alors, comment ils ont fait concrètement? Leur objectif, c'était donc de comparer 3 fréquences. 2, 3 ou 4 fois par semaine. Oui, Tout en gardant le même nombre total de séries, c'était 12 séries de squats par semaine. important ça, le volume total égalisé. Oui. L'intensité aussi, 80% du max au squat. Et surtout, ce critère d'arrêt, 20% de perte de vitesse pour chaque série. Ils voulaient voir l'effet sur la performance et l'effort perçu. Et qui a participé? Alors, ils ont pris 14 hommes, plutôt jeunes, une vingtaine d'années, mais surtout, et c'est important, déjà bien entraînés en force. Ah oui, ok. Ils soulevaient combien? Le squat moyen était à 145 kilos, donc pas des débutants.
C'est pertinent parce que les réponses à l'entraînement sont pas les mêmes chez les novices et les confirmés. Tout à fait. Et le protocole? C'était un devis croisé. Chaque participant a testé les 3 fréquences sur 3 semaines différentes. Dans un ordre aléatoire, j'imagine? Oui, pour éviter les biais liés à l'ordre. Une semaine à 2 fois semaine, une autre à 3 fois, une autre à 4 fois. Et comment étaient réparties ces 12 séries? Alors, Hmm. pour la fréquence 4 fois par semaine, c'était 3 séries par séance. Et les jours, c'était lundi, mardi, jeudi, vendredi. Note bien les jours consécutifs. Lundi, mardi, Ah oui, intéressant pour la récup, ça. mercredi, vendredi. Plus classique. Ok. Et pour la fréquence la plus basse, 2 fois par semaine, là, c'était 6 séries par séance. Le lundi et le jeudi. Donc, même travail total, mais soit très concentré sur 2 jours, soit moyennement sur 3, soit très étalé sur 4 jours avec des séances courtes. Exactement. L'exercice, c'était uniquement du back squat à 80% du max de chacun. Et chaque série arrêtait dès que la perte de vitesse atteignait 20%. Mesurer comment, cette vitesse? Avec un capteur de position linéaire, le système ChronoJump apparemment, c'est assez précis. D'accord. Et ils ont mesuré quoi comme données, au final? Plusieurs choses clés. D'abord, la performance mécanique, vitesse moyenne de la barre et le nombre de répétitions faites dans chaque série avant d'atteindre les 20% de perte. Ok, la performance objective? Oui. Ensuite, ils ont calculé le volume de travail par séance et sur la semaine N. Et enfin, l'aspect subjectif, l'effort perçu, le RPE. Sur l'échelle de 1 à 10. Oui, échelle CR10 de Borg. Demandé après chaque séance. Bien. Cadre posé. Alors, les résultats, qu'est-ce que ça a donné? Alors, si on regarde les moyennes globales sur toute la semaine, pour chaque fréquence, il y a un truc qui ressort très fort. Je parie sur le RPE. Gagné. L'effort perçu était significativement plus bas quand il s'entraînait 4 fois par semaine par rapport à 2 fois par semaine. Ah oui? De beaucoup. Environ 24% plus bas. C'est pas rien? Non, c'est clair. C'est assez logique, hein. Répartir le boulot rend chaque séance moins dure. Voilà. Et logiquement aussi, le nombre de reps par séance et le volume par séance étaient plus faibles quand la fréquence était plus haute. Moins de séries par séance, forcément. Ok, donc moins dur subjectivement avec 4 séances. Mais est-ce que ça a eu un coût sur la performance globale ou le volume total sur la semaine? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Malgré cette grosse différence de RPE, Oui. le nombre moyen de répétitions réalisées par série n'était pas significativement différent entre les 3 fréquences. Ah, donc la qualité de chaque série, en termes de reps, était similaire en moyenne. C'est ça. Et pareil pour le volume total sur la semaine. Pas de différence statistiquement significative. Pas de différence. Bon, il y avait une petite tendance non significative à un volume un poil plus élevé avec 4 séances, genre plus 10% par rapport à 2 séances, mais rien de solide. D'accord. Et les vitesses moyennes? Pareil, si on moyenne toutes les vitesses sur toutes les séries de la semaine, pas de différence notable entre les fréquences. Ok. Donc, bilan global hebdo, RPE plus bas à haute fréquence, mais volume et performance moyenne par série assez similaires. C'est déjà intéressant. Mais tu disais tout à l'heure que le VBT permettait de mieux voir la fatigue. Est-ce qu'on voit des choses différentes si on zoome dans une séance? Ah, et comment? C'est peut-être là le résultat le plus parlant de l'étude. Si on regarde comment la performance évolue au sein même d'une séance, Oui, là, les différences sont nettes. raconte. Alors, quand il faisait 4 séances par semaine, donc seulement 3 petites séries par séance, la performance était super stable. Pas de baisse significative de vitesse, ni de répétition entre la première et la troisième série. La qualité était maintenue du début à la fin. Ok, logique avec peu de séries. Ensuite, avec 3 séances par semaine, donc 4 séries par séance, Oui. là, on commençait à voir une petite fatigue s'installer. Une baisse significative de la vitesse moyenne, de l'ordre de 4%, et aussi du nombre de reps par série, environ moins 7%, entre la première et la dernière série. Déjà une petite dégradation. Oui. Et alors, avec 2 séances par semaine, où il faisait 6 séries d'affilée, Là, ça devait piquer un peu plus. carrément, la baisse de performance était beaucoup plus marquée. Significative pour toutes les mesures de vitesse, environ moins 8%, et pour le nombre de répétitions, il perdait en moyenne 1,2 reps par série entre le début et la fin de la séance. Ah oui, quand même. C'est net. Très net. Moins on fait de séries dans la séance, mieux on préserve la qualité de chaque série. La fatigue intra-séance est bien mieux gérée. Et ils ont confirmé ça avec d'autres mesures?
Oui, ils ont regardé la variabilité intraséance, le coefficient de variation, et il était bien plus élevé pour la fréquence 2 fois de semaine. Ça montre une plus grande instabilité, une plus grande dégradation de la performance quand on concentre le volume. La fatigue accumulée fait des siennes, quoi. D'accord. Et l'autre point clé, c'était la récupération entre les séances. Exactement. Parce que s'entraîner lundi et mardi, comme dans le groupe 4 fois semaine, ça laisse que 24 heures de repos. Est-ce qu'ils récupéraient assez? C'est la grande question avec la haute fréquence. Eh bien, d'après leurs mesures de performance au début de chaque séance, Oui. ils n'ont trouvé aucune différence significative d'une séance à l'autre, quelle que soit la fréquence. Ah bon? Même avec seulement 24 heures? Même avec 24 heures de repos, les participants semblaient capables de récupérer suffisamment pour attaquer la séance suivante avec le même niveau de vitesse et de capacité à faire des répétitions. Impressionnant. Mais attention, il faut vraiment souligner que c'est pour ce protocole précis. Squat à 80% IRM, mais surtout arrêté à 20% de perte de vitesse. C'est un niveau de fatigue modéré. Et seulement 3 séries par séance pour le groupe 4 fois semaine. Donc si la perte de vitesse était plus grande ou s'il y avait plus de séries, ça pourrait changer. Probablement oui. Si on pousse les séries beaucoup plus loin, avec 30 ou 40% de perte de vitesse, ou si on fait 5-6 séries, même en haute fréquence, la fatigue générée serait plus importante, et là, 24 heures de repos pourraient ne plus suffire. D'accord, nuance importante. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce que ça nous dit pour la pratique? Un volume donné, et en utilisant le VBT avec un contrôle, disons, modéré de la fatigue par série, Les 20% VL. voilà. Augmenter la fréquence, passer de 2 à 3 ou même 4 séances par semaine, ça semble avoir un double avantage assez net. Lesquels? Premièrement, ça réduit l'effort perçu. L'entraînement semble moins pénible. C'est bon pour le moral et peut-être la régularité à long terme. Oui. Et deuxièmement, Et deuxièmement, et c'est peut-être le plus crucial pour l'optimisation, ça permet de mieux maintenir la qualité mécanique pendant la séance. La vitesse reste haute, le nombre de reps par série reste stable. On limite l'effet négatif de la fatigue qui s'accumule au fil des séries. meilleure qualité à chaque série en gros. C'est ça. Et tout ça apparemment sans payer le prix d'une mauvaise récupération entre les séances, du moins dans les conditions testées ici. C'est quand même assez contre-intuitif pour certains, non? On pense souvent qu'il faut beaucoup de repos. Oui, mais là on parle de séances plus courtes et moins fatigantes individuellement. Le VBT avec un seuil modéré permet justement ça. On stimule, mais on ne s'épuise pas à chaque fois. Donc pour quelqu'un qui veut optimiser, ça suggère que fractionner son volume sur plus de jours, faire des séances plus courtes et plus fréquentes, ce serait une bonne stratégie. C'est clairement ce que suggèrent ces résultats. Ça va dans le sens des approches de type microdosage ou haute fréquence, faible volume par séance qu'on voit parfois. Pourquoi ce serait mieux à long terme? L'hypothèse, c'est qu'en faisant chaque série dans un état de fraîcheur plus élevé, on maintient une meilleure technique, on développe peut-être plus de force ou de vitesse sur chaque répétition, bref, un stimulus de plus haute qualité. Hmm. Et ce stimulus de meilleure qualité, répété fréquemment, pourrait, je mets des guillemets, car l'étude ne le prouve pas sur le long terme, mener à de meilleures adaptations. Plus de force, plus de muscles. Tout en ayant l'impression que c'est moins dur. C'est le Graal un peu. C'est un peu l'idée, oui. Potentiellement de meilleurs résultats pour un effort perçu moindre. Mais comme d'habitude, faut pas généraliser trop vite, j'imagine. Quelles sont les limites? Ah ben oui, crucial de rester prudent. Premièrement, c'est une étude aiguë, 3 semaines. On voit la réponse immédiate, pas les adaptations sur des mois ou des années. D'accord. Deuxièmement, ça concerne que le squat, membre inférieur, chez des hommes jeunes, entraînés, en bonne santé. Est-ce que ça marche pareil pour le développé couché? Pour des femmes, des débutants, des athlètes d'élite? On ne sait pas. D'autres exercices, d'autres populations. Voilà. Troisièmement, les paramètres VBT étaient très spécifiques. 80% du max et 20% de perte de vitesse. Si on change la charge ou si on utilise un seuil de perte de vitesse différent, Par exemple, 10% pour la vitesse max ou 40% pour l'hypertrophie. exactement, l'interaction avec la fréquence pourrait être complètement différente. La fatigue induite ne serait pas la même, donc la récup et la performance intra-séance non plus. L'étude note d'ailleurs que toutes les métriques ne bougent pas exactement pareil. Ok, beaucoup de nuances à garder en tête. Très bien. Si on devait conclure notre discussion sur cette étude, quels seraient les points vraiment essentiels à retenir? Je dirais que l'essentiel, c'est que dans ce contexte précis, entraînement VBT, fatigue modérée via 20% VL, sur le squat à 80% RM, une fréquence plus élevée, type 4 fois par semaine avec plus de séries par séance, semble plus avantageuse qu'une fréquence basse avec beaucoup de séries par séance.
Avantageuse comment? Réduction de l'effort perçu. Et surtout, meilleur maintien de la qualité de chaque série, vitesse, reps, pendant la séance. Et ce, sans compromettre la récup entre les séances pour ces hommes entraînés. C'est déjà une information très utile pour adapter son entraînement. Oui, ça donne des pistes concrètes pour ceux qui utilisent ou veulent utiliser le VBT. Et pour ouvrir un peu la réflexion, une dernière pensée, une question qui reste en suspens. Une question qui me vient directement, c'est OK, 20% de perte de vitesse, ça passe bien, même avec 4 séances par semaine. Mais si on visait un stimulus différent, par exemple plus orienté hypertrophie, avec un seuil de perte de vitesse plus élevé, genre 30%, 40%, voire plus. Oui. Est-ce que la fréquence élevée serait toujours aussi bénéfique? Ou est-ce que la fréquence accumulée deviendrait trop importante et nécessiterait plus de jours off? Autrement dit, est-ce que la fréquence optimale dépend aussi du niveau de fatigue qu'on accepte dans chaque série, et donc de l'objectif principal? Force, hypertrophie, puissance, ça pourrait changer la donne sur la fréquence idéale? Exactement. Ça ouvre la porte à pas mal de recherches futures, je pense. Tester différentes combinaisons de fréquences, de seuils VBT et d'objectifs. C'est une excellente piste en effet. Ça montre bien que la science du sport, c'est complexe et qu'on a toujours à apprendre. Tout à fait. Pour celles et ceux qui voudraient creuser tout ça, voir les chiffres, la méthodologie en détail, on les encourage vivement à lire l'article original. Oui, la source primaire, c'est toujours le mieux. Je rappelle les références. Étude de Zhao Qianli et ses collaborateurs. Le titre commence par Impact of Training Frequency. C'est paru dans le Journal of Sports Science and Medicine, volume 24, en 2025, pages 861 à 870. Vous trouverez les infos complètes dans la description. Très bonne lecture pour les passionnés. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Comme ça, vous serez au courant de nos prochaines analyses, de nos explorations de sources scientifiques, pour vous aider à rester informé sur les sujets qui vous passionnent. Merci de nous avoir suivis. Merci et à très bientôt.